Bienvenue sur Top Invest, la chaîne des top d'investissement. Ici, on parle essentiellement d'entreprises de qualité. Avons-nous une opportunité d'investissement sur Cogeco Communication? C'est la question à laquelle on va essayer de répondre en se basant sur les états financiers de la compagnie. Je rappelle que ceci représente uniquement mon point de vue et non un conseil d'investissement. Et comme d'habitude, je me réserve le droit de me tromper. C'est une demande spéciale d'un abonné Top Premium. Je rappelle que dans le service Top Premium, vous pouvez demander des analyses quantitatives et avoir la certitude que ça va être fait comme celle-ci. Ok, donc le lien vers le service Top Premium est dans la description de la vidéo. Et dans ce service-là, vous obtenez également des notes d'analyse sur des entreprises que moi je considère comme étant sous-évaluées. Je partage la note d'analyse, basée sur la lecture des rapports financiers, les coûts de conférence coach, ainsi que les analyses, ainsi que les mises à jour des entreprises que j'ai mentionnées précédemment dans le même service. Ok, donc si on a mentionné ici Cogeco au mois de janvier et qu'on revient par exemple au mois de mai, si l'opportunité est toujours là, on peut la mentionner à nouveau pour une mise à jour. Ça ne veut pas dire qu'on achète en se basant uniquement sur cette note-là. Non, on lit ces rapports financiers, d'accord? Et ça doit uniquement susciter de l'intérêt ou du questionnement, ok? Donc en supplément de ça, ici, vous avez également accès au Discord privé, normal. Et n'oubliez pas, pour les 69 places restantes, vous pouvez avoir droit à la formation thématique qui sera disponible à la fin du mois d'avril. Vu qu'elle est en prévente, en réalité, ce que vous payez ici, c'est juste pour ça. Ok? Et vu que ces deux formations, vous doutez bien que ça n'aura jamais le même prix que ce qui est affiché ici complètement. Enfin, dans l'ensemble. Ok? So, je vais parler de Cogeco. J'en ai déjà parlé précédemment. Et la raison pour laquelle je reste sur d'abord l'organisation, la structure d'organisation ici de l'entreprise est simple. Vous allez voir deux Cogeco, CGO et CCA. CGO détient CCA. Donc, en investissant dans CGO, j'ai déjà du Cogeco Communication. Mais en investissant dans CGO, non seulement j'ai CGA, non seulement j'ai CCA, excusez-moi, c'est pas CGA, non seulement j'ai CCA qui est Cogeco Communication, celle dont on va parler ici aujourd'hui, mais en supplément de ça, j'ai Cogeco Media, qui est une chaîne détient plusieurs chaînes télé et radio, si je ne me trompe pas, au Québec généralement. Bref, si j'ai investi dans CGO, donc Cogeco, j'obtiens ça plus ça. Mais ce qui nous intéresse, c'est CCA. OK? Donc, dans CCA, j'ai Canadian Broadband Services et American Broadband Services. Donc, service Internet canadien et service Internet américain. OK? Quand on dit Internet, ça englobe également la câble-distribution, donc la télévision par câble. Donc, dites-vous également qu'on a à peu près les mêmes problèmes que du Comcast comme ça. On va le dire. On va le dire entre parenthèses. Donc, une fois qu'on a compris la structure organisationnelle de la compagnie, parce que je sais que vous allez juste taper Cogeco, oui, mais c'est où? J'ai bien dit CCA. Bref, on revient ici. J'ai déjà mentionné cette compagnie ici précédemment, dans une précédente vidéo, je ne me rappelle plus laquelle. Je pense qu'on parlait d'un top dans le secteur de la communication ici, ou bien je pense que c'est le dernier top CTO qu'on a fait sur la chaîne ici. Pas celui que vous allez voir sur les dernières semaines, sur les derniers mois, je pense au mois de mars. Bref, c'est pas le but de la vidéo. Donc ici, pour cette compagnie, je vous ai donné déjà la description. Je vais aller rapidement au niveau des revenus. Donc, j'ai pris CCA ici. La première chose que je vais regarder, c'est la stabilité ou la croissance des revenus. Qu'est-ce qu'on constate? Croissance des revenus. Je sais qu'ici, c'est croissance par acquisition et de manière organique. Donc, c'est un mix des deux. Pas même la peine d'aller vérifier ça ici. Et la dernière fois qu'on a une croissance ici, je pense qu'on a eu à faire une acquisition dernièrement. Donc, il faut faire attention par rapport à ça. On a pris ouais, exactement. On a fait une acquisition dernièrement ici. Donc, parce que j'ai à peu près lu les rapports financiers de cette compagnie ici. D'accord? Ça reste une belle entité. Mais voilà, enfin, il n'y a pas de mais en fait. C'est une belle entreprise. Les risques, de toutes les façons, si vous lisez, vous allez comprendre de quoi je parle. Ce n'est pas le but ici. Donc, on continue. Je vous d'ailleurs, je vous ai mentionné ça au début. Donc, tu as dit que le cord cutting, donc Netflix, etc., vous allez comprendre pourquoi est-ce que la télévision par cas va tendre à ralentir, mais Internet va tendre à augmenter ici. Et il faut que les revenus ici d'Internet compensent ici la perte de revenus de la télévision ici par câble. Donc, il faut également voir que la télévision par câble ne va pas disparaître. Donc, bref, c'est un mix des deux. OK? So, revenu croissant, c'est bien. Est-ce que les marges sont stables ou croissantes? Donc ici, qu'est-ce qu'on constate? On a à peu près une stabilité des marges. Normal, c'est un business assez récurrent ici où nous avons jamais un certain pricing power. Est-ce que les marges EBITDA sont stables ou croissantes également? Ici, on a à peu près des marges EBITDA qui ont tendance à être stables. Non, j'ai fait une erreur, c'est pas marge EBITDA. Ça, c'est marge EBITDA, tendance à être stable, sinon même croissance sur les dernières années. Ok, ça va. Maintenant, en termes de net income et free cash flow, est-ce qu'on parle le même langage? Net income et free cash flow ici, qu'est-ce qu'on dit? Est-ce que net income et free cash flow parlent le même langage? On voit ici que les free cash flow ont tendance à être un peu plus élevés que les net income. Mais voilà, on peut se dire que net income et free cash flow vont dans le même sens. Vous voyez ici que c'est à peu près une stabilité. Oui, on a souvent des zigzags ici, mais attention, on n'a pas perdu d'argent ici parce que les free cash flow sont positifs alors que les net income sont négatifs. Mais il faut toujours recoller les deux. D'accord? Donc,
c'est un business qui gagne de l'argent, les marges en termes de volume, enfin, les revenus de net income augmentent, mais est-ce que les marges également suivent? On a plutôt une stabilité des marges. Ok, quand on regarde ici un tout petit peu, on a plutôt une stabilité des marges. Et vous avez vu ici que les parties en rouge, en fait, elle n'a pas perdu d'argent. Si on reconstruit, on a plutôt gardé le même niveau de marge. Donc, on a à peu près des marges 14-15% par là. C'est une bonne chose. Maintenant, en termes de net income, en termes de dette nette, qu'est-ce qu'on obtient? Est-ce que nous avons une entreprise ici qui a une dette nette assez élevée? Vous voyez que la dette nette est à peu près à 4 milliards 500. Dette nette ici sur EBITDA, qu'est-ce qu'on voit? La dette nette sur EBITDA, on est à peu près à 3,1 fois ici, donc ça va, c'est assez correct ici. Et je vous ai dit qu'au niveau de la dette nette ici, en volume, il faut essayer de vérifier si les net income peuvent payer la dette ici en moins de 10 ans. On regarde ici les net income, on constate que il y a de grandes chances qu'on puisse repayer la dette ici en moins de 10 ans à peu près, quand on regarde bien 11 ans à peu près ici, mais bon, vu que les free cash flow sont légèrement plus élevés, donc on peut se dire ici que c'est moins de 10 ans à peu près, si ce n'est 10 ans. Donc c'est assez correct pour moi ici. Donc, dette nette, 4 milliards 540. Nombre d'actions en date d'aujourd'hui, on constate également, est-ce qu'elle a tendance ici à racheter ses actions sur les dernières années? On a à peu près 45 690. Donc, je prends 45 4,0 divisé ici par 45 700, on va le dire comme ça. Ça donne ici une dette nette par action de 100 dollars l'action. D'accord? 100 dollars l'action de dette nette. Et il faut vérifier même le nombre d'actions ici parce que ça m'intrigue un tout petit peu ce nombre d'actions là. Si c'est aux alentours de 100 dollars, attendez. Non, 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 non et non. Je pense pas, j'ai fait une erreur. Donc, on revient sur la dette nette ici. Je pense que mon calcul était... Voilà, attendez. 45, 48, c'est 45, oui, c'est ça, je n'ai pas fait d'erreur ici. On vérifie, on a 100 dollars de dette nette par action. Chiffre, donnez-moi juste un instant. On a 100 dollars de dette nette par action. Ok, je prends, je mets le chiffre, parfait, je l'ai marqué. Ok, maintenant, en termes de PER, le marché généralement paye des PER de combien pour ce genre de business? Si je vous sais, d'habitude, on est à 15 fois les bénéfices, à 17 fois les bénéfices. Parfois, on pourrait aller à 20 fois les bénéfices. Donc, je sais qu'en prenant 3 PER, 15, 17, 20, c'est à peu près les 3 PER que j'aurais choisi ici. Mais il faut généralement vérifier une chose, c'est également un business il y a beaucoup de changements ici. Donc, sur les dernières années, les PER auront tendance ici à être très peu élevés sur les dernières années parce que justement, il y a le cord cutting, etc. D'accord? Donc, il y a les craintes ici des craintes ici potentielles pour la perte de revenus. En tout cas, c'est ce que le business, c'est ce que les opérateurs de marché se disent ici. Donc, ils paient à peu près autour de 13, 15 fois les bénéfices par là. OK? Je paierai 15 fois les bénéfices ici. Mais je sais déjà qu'on peut aller plus loin que ça. Mais bref, 15 fois les bénéfices sur des free cash flow ici attendus aux alentours. Vu que les free cash flow, est-ce qu'on a tendance ici à avoir raison au niveau des prévisions? Oui, c'est un business assez prévisible. Normalement, si vous avez du câble ou bien Internet, vous payez par mois, d'accord? Donc, c'est un business assez prévisible. Donc, quand on compare les free cash flow et les net income, ici, on s'est rendu compte que les free cash flow ont tendance à être plus élevés que les net income. Ne l'oubliez pas. OK? Donc, on voit également ici que les free cash flow sont assez prévisibles ici. Donc, si je prends les free cash flow, disons que je prends les free cash flow, je vais même prendre les net income ici. Pourquoi pas? On ne va pas se priver de ça. On va prendre les net income ici. Donc, on peut prendre, on s'attend à 9,51$ d'ici 2025. 9,51 fois 15 fois les bénéfices. Moi, la dette nette aux alentours de 100 dollars. C'est 199 ici, donc 100 dollars ici. Normalement, ici, 42 dollars l'action pourrait être assez intéressant. Mais, réfléchissez toujours en termes de rendement. Hein. Ça veut dire que si j'achète cette compagnie à 42 dollars l'action, disons même à 43 dollars l'action, ça fait 9,51 ce qui est attendu à cette période-là. Divisé par 43 dollars l'action, ça fait un rendement sur coût d'acquisition de 22%. C'est une grosse erreur de se dire qu'on va l'acheter à 42 dollars l'action. Il faut faire attention. Donc, c'est-à-dire que quand on remarque que ça va, qu'on a quelque chose ici en dessous de 10 fois les bénéfices, parce que quand 22 fois les bénéfices, 22% de rendement ici, techniquement, c'est 10 fois les bénéfices. Simple, comment je le sais, vous prenez 100 divisé par 22 ici, vous allez trouver à peu près 4,5 fois les bénéfices ici. Ce n'est pas 4,5%, 4,5 fois les bénéfices. Donc, techniquement, une entreprise, même avec ce niveau de dette-là, le niveau de dette n'est pas assez élevé ici. Je vous ai dit que les free cash flow sont plus élevés que ça. Donc, je suis déjà assez conservateur ici. C'est pour vous montrer à quel point cette compagnie s'est sous-évaluée. Donc, on va faire simple. OK? Admettons qu'on achète cette compagnie-ci à 10 fois les bénéfices attendus en 2025. D'accord? Ça fois 10. Ça donne ici une valorisation aux alentours de 95 dollars l'action. 95 dollars canadiens. Donc, cette compagnie-ci pourrait valoir au moins 95 dollars l'action. OK? Donc, il y a beaucoup de craintes ici. Le marché a beaucoup le prix actuel inclut beaucoup une décroissance assez élevée alors que techniquement, ça n'a pas lieu d'être.
Il y a un segment d'activité, oui, il y aura une certaine décroissance, mais ça sera compensé par un autre segment d'activité qui, lui, est en croissance, segment Internet. Donc, comme je l'ai dit, tout ce secteur d'activité, toutes les entreprises qui existent dans ce secteur d'activité sont sous-évaluées, toutes sans exception. Vous allez prendre les Comcast, etc., vous allez voir qu'elles sont sous-évaluées. Donc, on va se dire qu'en date d'aujourd'hui, cette compagnie-ci pourrait valoir aux alentours de 95 $ l'action. Mais elle coûte à combien? 65 $ l'action. Donc, ça veut dire que si vous distribuez la totalité des bénéfices nets attendus en 2023, n'allons même pas en 2025, en date d'aujourd'hui, donc les 9 $ ici, et je vous rappelle qu'on prend les bénéfices nets ici, alors qu'ils sont moins élevés que les free cash flow, on pourrait s'attendre à un rendement de 13,84%. Cette compagnie-ci est extrêmement sous-évaluée. Le dividende ici, payé de 4,77% ici, voilà, il est safe. Maintenant, allez lire vos rapports financiers et posez-vous la question, est-ce que c'est un risque que vous aimeriez prendre par rapport à la situation actuelle du business? Et comme je l'ai mentionné ici, oui, il y a une opportunité d'investissement, mais c'est parce qu'également, il devra avoir un piège derrière et à vous de voir ici si le marché est trop pessimiste par rapport à ce piège-là. Et vous avez mentionné ici, c'est quoi le piège à la fin de la journée. OK? Donc, si je me rappelle, enfin, de toute façon, je ne vais même pas vous le dire ici, je vais garder ça ici pour les abonnés ici du service Top Premium. Si vous voulez que je vous partage la note d'analyse sur cette compagnie-ci, mentionnez-le moi dans le service Top Premium, on va le faire. Ça ne va pas faire partie ici de la liste ici des entreprises sous-évaluées du mois d'avril. Non, ça dit que j'ai lu les rapports financiers de cette compagnie-ci, donc je pourrais vous partager cette note-là pour ceux que ça intéresse et ça concerne uniquement les abonnés du service Top Premium. OK? Donc, ça ne veut pas dire que oui, mais nous, les abonnés ici du service de la chaîne Top Invest, comment on fait? Il y a 1100 entreprises dont on a parlé ici, donc 1100 entreprises mentionnées ici. Donc, la lecture des rapports financiers ici, je pense que vous pouvez le faire, d'accord? Si vous n'arrivez pas à le faire, retrouvez-nous dans le service Top Premium, d'accord? Sinon, à la fin de la journée, il y a beaucoup d'éléments ici qui peuvent, voilà, vous savez que ma réponse ici va se trouver dans les rapports financiers et à vous de voir à peu près quel est le problème et si ça va dans votre sens ou non, OK? On va se donner rendez-vous sur la prochaine vidéo et n'oubliez pas, le lien vers le service Top Premium est dans la description de cette vidéo-ci et on se dit à bientôt. Merci.